Envahir l'Ukraine et revenir à la Grande Russie, près de 35 ans après la chute de l'URSS, une partie des Russes rêve encore de l'empire perdu. Purge, goulag, dictature, oubliée, effacée au profit d'une nostalgie idéalisée. Vladimir Poutine l'a compris et s'en empare. Un grand reportage proposé ce soir, Poutine, la nostalgie de l'URSS. Jérôme Garraud, Vincent Pierron, Romain Reverdy, Dmitri Boulba et Vincent Abelanena. C'est tout de suite, regardez, c'est par ici. C'est le retour d'un fantôme du XXe siècle. Du tyran le plus impitoyable de l'histoire russe. Il nous faut un nouveau Staline. Les jeunes commencent à comprendre qui est Joseph Staline et tout ce qu'il a accompli. Du métro moscovite à Volgograd, Staline revient sur les places du pays. Dernier signe d'une étrange nostalgie qui traverse la Russie. La nostalgie d'un empire, l'un des plus vastes de l'histoire de l'humanité. Cet empire qui propulsa le premier homme dans l'espace. Et un pouvoir qui fit trembler le monde, armé des plus puissantes bombes atomiques jamais testées. Certains se souviennent de la victoire sur l'Allemagne nazie, de la suprématie militaire. Sergueï, tu es prêt à défendre le pays? Oui. D'autres se remémorent les salaires stables, les soins gratuits, les retraites assurées. Tout était offert, l'éducation, la médecine. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, on m'a tout de suite trouvé un travail. On devait faire une file d'attente pour chercher la viande ou les saucisses. Mais tout le monde était amical. Car la fin de ce totalitarisme n'a pas été pour tous une libération. Les gens survivaient avec leur potager, avec de petits trafics, avec le commerce de rue. C'était très difficile. Et ensuite, nos économies ont fondu après les réformes financières. L'année 1991 fut pour des millions un effondrement. Vladimir Poutine est alors lieutenant-colonel du KGB. Au pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont grandi dans l'appareil d'État soviétique prennent le contrôle de cette histoire. La chute de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Le goulag, la répression politique, les millions d'existences brisées ne sont pas niés, mais relégués aux marges de l'histoire, devenus gênants. Beaucoup de gens ne veulent pas se rappeler du passé. Oui, nous connaissons ces crimes, mais nous n'aimons pas cette vérité. Mais la mémoire ne s'efface pas si facilement. Elle persiste, fracturée. Dans ce reportage, nous traversons la Russie, de Moscou jusqu'aux villes abandonnées de l'Arctique. À la rencontre de ceux qui pleurent un monde disparu ou le redoutent encore. Le passé soviétique est très idéalisé aujourd'hui. Et la nouvelle génération ne sait plus comment c'était vraiment à l'époque. Moscou, 2025. L'économie de pénurie, constante il y a 40 ans, a disparu. En Russie, le PIB par habitant a été multiplié par 4 depuis l'effondrement de l'URSS. Et pourtant, les enquêtes d'opinion se suivent avec le même résultat. 65% des Russes se disent nostalgiques de ce monde fondé par Lénine. Nous tendons notre micro avec une simple question. À quoi associez-vous l'Union soviétique ? Nous avions de bons scientifiques. La science était bien développée. Le domaine spatial aussi.
L'Union soviétique, c'était comme une grande famille amicale, où tout le monde formait un grand État, où tout le monde s'entraidait. J'étais enfant et je me souviens qu'on faisait des stocks, on achetait tout en gros. Nous emportions tout avec de grands sacs, mais nous étions heureux. Ils avaient une très bonne éducation. Par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, l'éducation s'est complètement détériorée. Moi, j'ai de l'admiration pour Staline. Grâce à lui, le pays a traversé une grande étape de développement. C'est le plus frappant dans cette nostalgie sélective. Staline, le tyran rouge, est de retour. Paranoïaque, obsédé par les complots, le petit père des peuples éliminait toute opposition, jusqu'à faire fusiller ses amis et des membres de sa belle famille. Terreur, culte de la personnalité et politique de toute puissance. Staline a laissé derrière lui 15 à 20 millions de morts d'après les calculs des historiens. Et pourtant, l'homme est peu à peu rétabli. Nous poursuivons à 70 mètres sous terre, où vient d'être inaugurée une sculpture, un bas-relief à la gloire du petit père des peuples. Bon, Staline réhabilité dans le métro moscovite, il n'en a pas toujours été ainsi. Vous allez voir, on va aller dans une autre station maintenant. 5 arrêts plus loin, de l'autre côté de la rivière Moskova. Voici la station Kievskaya, inaugurée en 1954, après la mort du dictateur. Alors venez, si on s'approche un petit peu, regardez, on voit que cette mosaïque est légèrement différente au niveau du drapeau. Et pour cause, à la place, vous aviez autrefois un portrait de Staline qui a été effacé. Voici le visage de Joseph Staline, gommé au moment de la déstalinisation. Dans les années 60, le culte de la personnalité est dénoncé, la quasi-totalité de ces statues déboulonnées. Aujourd'hui, ces monuments, ébréchés lors de leur chute, sont redressés dans Moscou. S'y ajoutent des bustes neufs, érigés à travers le pays. Il existe en Russie 110 monuments à Staline. 90% ont été érigés après la chute de l'Union soviétique. Et le rythme s'accélère depuis l'annexion de la Crimée. Sur ces 110 statues, près de 50% ont été installés après 2014. Des cérémonies officielles avec fanfare, comme ici en 2023 à Volgograd, anciennement Stalingrad, la ville légendaire de la résistance soviétique. Mais il existe aussi des initiatives privées, exemple à Nijni Novgorod. Nous sommes reçus par Alexei Zorov. Chez lui, Staline se dresse en bronze à l'ombre du drapeau rouge. La mairie de son côté a voulu bloquer ce projet. Une querelle locale qui rappelle que l'adhésion n'est pas unanime, même dans l'appareil administratif. Des gens de l'administration ont écrit une plainte contre nous, auprès de la police. Quelqu'un a jeté de la peinture sur notre monument aussi. Ce chef de la section communiste locale veut aller plus loin et construire un musée dédié à Staline. Tout d'abord, la statue qui se trouve à l'extérieur sera transférée ici, à l'intérieur. Il y aura un autre blason de l'Union soviétique, qui a été forgé du temps de l'URSS. Ici, on va mettre les vitrines avec les objets exposés. Cette pièce sera consacrée au processus d'industrialisation du pays et au début de la gouvernance par Joseph Staline après la mort de Lénine en 1924. Stalinien assumé, Alexei nie les millions de morts, ne retient que le récit du modernisateur, du chef de guerre qui a vaincu l'Allemagne nazie. Et au sous-sol, tout est déjà prêt. Ici, ce sont les objets consacrés à la Wehrmacht.
À droite, vous voyez la vitrine de l'Armée rouge, avec des objets, des armes. Mais le plus important, c'est le portrait de Joseph Staline et quelques écrits rédigés pendant sa vie. Tous ces objets vont être déplacés dans ce futur musée dédié à Staline. Et dans la pièce suivante, glissement vers l'actualité. Des armes russes et ukrainiennes rapportées du champ de bataille. Ce parallèle entre la Seconde Guerre mondiale et le conflit actuel est martelé à la télévision d'État depuis plus de 3 ans. Notre pays a besoin de Joseph Staline. Lui, il pourrait régler nos problèmes de manière radicale. Il réglerait la guerre et le différend que nous avons avec l'Occident. Comme lui, les autorités mettent aujourd'hui en avant le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Une victoire pourtant remportée par le peuple soviétique au prix de 27 millions de morts. C'est le récit qui se rejoue ici. La prise du Reichstag par les troupes soviétiques. L'Armée rouge au fait de sa puissance dans un spectacle immersif. Un moment d'histoire dans la banlieue de Moscou, à l'occasion des célébrations du 9 mai. Salle comble pour ce qui est plus qu'un spectacle, entre cérémonie patriotique et communion avec l'histoire nationale. Bon, le spectacle est terminé, mais vous voyez, la foule maintenant va rejoindre les comédiens pour chanter ensemble des chants patriotiques. Wagon d'époque reconstitué et portrait de Staline dans le décor. Les antiques chansons soviétiques reprises par ses familles. On regardait ça les larmes aux yeux. Ça touche vraiment votre âme. Ça, c'est un spectacle qui nous touche au plus profond. Nous, on n'a pas oublié tout ça. On a perdu aussi certains de nos ancêtres dans cette guerre. Faut pas oublier le souvenir de cette guerre. Je garde ça en mémoire pour toute ma vie. La Seconde Guerre mondiale est plus qu'un souvenir. L'essence même du patriotisme russe d'aujourd'hui. Il faut protéger notre patrie si elle est menacée. N'est-ce pas, Sergueï? Les garçons, vous êtes les prochains défenseurs du pays, n'est-ce pas? Oui. Tu es prêt? Il est prêt. Et tu n'as pas peur? Non. Un comédien nous emmène sur le champ de bataille. Ce spectacle est pensé pour être le plus immersif possible et frapper le public. On travaille avec beaucoup de cœur ici. Mon grand-père était à Berlin et mon oncle est mort en Allemagne. Il est enterré à Francfort. Cette machine, c'est une pièce d'artillerie mobile, calibre 150. Elle a vraiment participé à la bataille de Berlin. C'est vraiment celle-là. Elle est restée intacte. On l'a transportée de Berlin au musée. Et maintenant, on s'en sert pour les spectacles et les films de guerre. Cette représentation est justement immortalisée et un film diffusé sur l'internet russe. Le
Le drapeau rouge sur le Reichstag. Un cliché jadis préparé, retouché pour la propagande, mais photo toujours iconique du triomphe de l'URSS. La mythification de la victoire s'installe en réalité 20 ans après la guerre. Il faut attendre 1965 pour que soit organisé le premier défilé du 9 mai. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, le jour de la parade est devenu la quasi-fête nationale en Russie. Si la puissance de l'armée rouge est exaltée, une autre page de l'époque soviétique est au contraire mise de côté. Le goulag, ce système de camp de travail par lequel sont passés 18 millions de citoyens d'après les historiens. À Moscou, quelques monuments rappellent cette histoire tourmentée. Mais le musée du Goulag est fermé depuis 2024, officiellement pour violation de sécurité incendie. Alors, pour tenter d'approcher ce passé, nous prenons l'avion. « 2000 km plus au nord, direction l'Arctique. » Là, on se dirige vers Vorkouta. C'est un lieu où étaient historiquement déportés les citoyens soviétiques. C'est vraiment une terre de goulag. Alors là, on va mettre 3h30 en avion, mais à l'époque, il fallait 2 jours de train complet. Et d'ailleurs, le rail, le chemin de fer, a été bâti par les prisonniers du goulag. Fondée dans les années 1930, la ville de Vorkouta se dépeuple depuis la fin de l'Union soviétique. 115 000 habitants dans les années 80, 50 000 aujourd'hui. Ici, en hiver, la nuit dure jusqu'à 24 heures et les températures plongent à moins 40 degrés. Créé pour exploiter les mines de charbon, Vorkouta est né d'une condamnation. Un camp de travail qui, à son apogée, enfermait plus de 70 000 prisonniers. Surnom de cette prison, la guillotine glacée. Intellectuels, opposants, paysans réfractaires à la collectivisation, tous envoyés dans l'extrême nord pour creuser et alimenter l'industrie soviétique. Un goulag tentaculaire, presque invisible aujourd'hui. Nous suivons Irina Vitnam, historienne locale. Elle se bat pour que cette histoire ne soit pas oubliée. Ça, c'est un reste de baraquement authentique, avec les poutres qui aujourd'hui sont pourries. Dans le camp, tous les baraquements étaient alignés dans ce sens. Les prisonniers étaient transférés jusqu'ici parce qu'on avait besoin de leur force de travail. Ils ne devaient pas mourir tout de suite, sinon ils pouvaient être tués à Moscou. Ils devaient être nourris pour rester forts. Les ruines du goulag sont là, partout autour. Mais il faut apprendre à les lire. Tiens, par là, il y a un poêle qui servait à se chauffer. Il y en a encore des objets de cette époque. Ah, comme c'est charmant ça. Ça, je pourrais le récupérer pour mon musée s'il existait toujours. Il y a encore le numéro de production visible. Mangé par la végétation, il existe peu de traces du camp de travail. Les baraquements fragiles ont disparu. Subsistent quelques rares maisons en dur. Ça, c'est une ruine très rare qui date des années 40. C'est le baraquement de punition disciplinaire. En général, toutes les constructions du goulag étaient en bois. Et très rarement, des bâtiments étaient construits en briques. Et c'est ceux qui sont restés. Ce bâtiment était surnommé la prison dans la prison. Regardez. Regardez l'épaisseur des murs. Il faut être prudent parce que le plafond peut vous tomber dessus.
Beaucoup de gens qui étaient au goulag voyaient leur peine prolongée ou étaient même fusillés. Et c'est dans ces bâtiments qu'on les interrogeait et qu'on les exécutait parfois. Les camps ont commencé à fermer vers 1958-59. Et le système de goulag à Vorkuta a existé jusqu'en 1960. Pas de musée consacré aux victimes de Vorkuta. Mais à la lisière de la toundra, un lieu de mémoire existe encore. Un cimetière discret, battu par le vent. C'est ici qu'ont été enterrés les prisonniers tués en 1953. En juillet 1953, après la mort de Staline, les détenus se soulèvent. Par milliers, ils cessent le travail. Des négociations commencent avec Moscou, puis les autorités répriment la grève. L'armée tire à la mitrailleuse lourde. 53 morts, 124 blessés. Ce modeste cimetière où reposent les victimes a failli disparaître. La route par laquelle nous sommes venus a été construite à la fin des années 60. L'ingénieur a eu l'ordre bien précis de faire passer la route à travers ce cimetière pour l'effacer. Il devait être détruit. Mais quand le premier bulldozer est passé, les ossements des prisonniers sont ressortis. Ils sont enterrés très peu profondément à cause de la terre gelée. Et quand le bulldozer est passé, les restes des cadavres, les ossements, les crânes ont commencé à ressortir. Tous les travailleurs se sont enfuis. Et l'ingénieur en chef a pris la décision de contourner cet endroit pour faire la route. Mais en dehors d'ici, la plupart des cimetières de goulag autour de Vorkuta ont été éliminés. Irina nous convie chez elle, dans l'un des rares appartements occupés de cet immeuble déserté. C'est au début des années 2000 que cette femme commence à rassembler des objets du goulag, organise des fouilles, présente ses découvertes dans les écoles de la région, jusqu'à ouvrir un petit musée dans 2 salles de classe. Un mois après l'ouverture de mon musée, on m'a dit de partir. J'ai ramassé mes affaires. La police a même voulu garder mes objets du goulag. Mais c'était un musée privé, une collection privée. Ils n'ont pas pu récupérer mes pièces. J'avais tous les papiers et témoignages prouvant que cette collection m'appartenait. Elle a été enregistrée auprès du ministère de l'Éducation de la République de Komi, où nous sommes. Et depuis, j'ai tout transféré dans une collection partielle. Je pense que c'est nécessaire de dire et répéter ce qui s'est passé. Parce que dès que nous arrêtons de parler et de montrer, l'histoire commence à être transformée. Et ça, c'est très mauvais. Les crimes staliniens ne sont pas niés par le pouvoir russe. Un ancien goulag est même encore visitable dans les monts Oural. Mais ces lieux sont plus rares. Une critique de l'histoire soviétique s'apparente à une critique de la Russie. À Vorkuta, beaucoup d'anciens détenus sont restés. Purger sa peine ne signifiait pas retrouver la liberté. Le retour à Moscou, à Leningrad ou dans sa région natale était interdit. Il fallait une autorisation spéciale, rarement accordée. Alors les ex-prisonniers ont vécu ici, ont eu des enfants. Georg est l'un d'entre eux, un fils d'ancien détenu. Voici quelques photos de mon père. C'était en 1983. Ici, nous avons des clichés de notre maison. C'était son anniversaire, le jour de ses 60 ans. En 1941, on l'a envoyé au goulag. Il est sorti en 1955. Ça a duré 14 ans. C'était le délai standard. On ne faisait pas moins. Son père, géorgien, vivait à Tbilissi avant d'être déporté dans l'Arctique, à 3000 km de chez lui.
C'était un de ses camarades étudiants qui avait écrit la dénonciation. Ils étaient tous les deux candidats pour une bourse à l'université. Mais ce collègue s'est dit que mon père allait lui passer devant. Et quand il a su que mon papa avait lu des écrits critiques sur Staline, il s'est dit qu'il allait le dénoncer pour éliminer son concurrent. Et voilà. C'est tout. En plus, il était géorgien lui aussi. C'était normal de faire ça à l'époque. La destinée de mon père, elle n'est pas unique. Des cas comme celui-là, il y en a eu des milliers, des millions. Et même, il y a des cas encore pires. On peut même dire que mon père a eu de la chance. À sa sortie, son père est resté à Vorkouta. Ingénieur talentueux, il parvient même à occuper une bonne position de notable dans la ville. Après la chute de l'Union soviétique, Georg décide de s'impliquer dans la fondation Mémorial, dédiée à la mémoire des victimes des crimes staliniens. Fondation dissoute en 2021 par la Cour suprême russe. Le maire a dit qu'il avait besoin d'un local et nous a demandé de quitter le bureau régional de notre fondation. Mais la principale raison, c'est ce que je pense, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas se rappeler du passé. Oui, nous connaissons ces crimes, mais nous n'aimons pas cette vérité. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un bon prétexte pour couper notre fondation mémoriale en disant qu'ils avaient besoin de notre local pour d'autres activités. Et l'objectif principal, bien sûr, c'est de l'éliminer de leur vue pour que les gens ne pensent pas à ça, ne se rappellent pas. Mais quand on nous a fermé le local, on pouvait en ouvrir un autre ailleurs en théorie. Mais après, notre association mémoriale était classée agent de l'étranger. On ne peut plus ouvrir de local avec ça. Le goulag de Vorkouta est progressivement démantelé entre 1956 et 1960. Les camps de travail cessent officiellement leurs activités vers 1962. Mais autour de la ville, les structures carcérales survivent plusieurs décennies. L'URSS continue d'emprisonner des dissidents dans des colonies pénitentiaires ordinaires. Comme ici, dans la colonie de Gorka, aujourd'hui à l'abandon. Dans cet Arctique russe sont éparpillés d'autres restes de l'Empire soviétique. Nous poursuivons 150 km au nord du cercle polaire. Ici, la neige ne disparaît que 4 mois dans l'année, pendant l'été. Bon, là, on arrive au bout du chemin, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et on va descendre voir ces ruines soviétiques. On a rendez-vous avec un habitant de la région. Ravagés par le passage du temps, ces lieux sont abandonnés depuis 35 ans. Là, on se trouve à l'entrée de l'ancienne base. Dans les années 80, les mitrailleuses étaient positionnées ici. Au sol, quelques reliques de la guerre froide, comme ces masques à gaz. Vestiges d'une époque où l'on se préparait à l'apocalypse. Cet endroit reste à l'abandon, mais nous sommes dans une région stratégique pour l'armée russe, qui s'active partout autour. Et là, vous avez le bâtiment de l'état-major. Au-dessus de la porte, vous pouvez encore lire « Les décisions du Parti communiste doivent s'appliquer dans la vie ». Ils construisent de nouvelles antennes, de nouvelles bases partout autour. On ne peut pas les voir. C'est interdit de s'approcher, surtout avec une caméra. Mais toute la région change. C'est l'inverse des années 90, quand l'armée fermait toutes ses installations. Depuis 15 ans, la Russie rouvre des dizaines d'installations militaires tout le long du cercle polaire. Cette autre base, par exemple, située sur une île de l'océan Arctique. Abandonnée en 1993, réinvestie et modernisée en 2014. Exceptionnellement montrée à nos équipes de tournage.
Les caméramans, venez par ici. Moscou veut retrouver sa suprématie sur le Grand Nord. 52% des côtes sont russes. Vladimir Poutine lui-même a inauguré un nouveau sous-marin nucléaire cette année et annonce la rénovation de 15 bases militaires construites sous l'Union soviétique. Ces sous-marins assureront la protection de nos intérêts nationaux dans différents endroits du monde, y compris dans la zone arctique. Revenir dans le club des grandes puissances et prendre sa revanche après la défaite face aux États-Unis en 1991. Cette année-là, Mikhail Gorbatchev annonce la disparition du pays dont il est président. Chers compatriotes, concitoyens, en raison de la situation qui s'est créée avec la formation de la communauté des États indépendants, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. Le 25 décembre 1991, le drapeau rouge descend du sommet du Kremlin pour la dernière fois. Le même jour, de l'autre côté de l'Atlantique, le président américain George Bush triomphe. L'Union soviétique n'est plus. C'est une victoire pour la démocratie et pour la liberté. C'est une victoire pour nos valeurs. Chaque Américain peut être fier de cette victoire. Mais l'effondrement brutal de l'URSS plonge la Russie dans un chaos économique sans précédent. Du jour au lendemain, les repères disparaissent. Les salaires, quand ils sont encore versés, ne valent plus rien. En 1992, l'inflation atteint 2500%. J'ai payé 80 roubles pour ça. Dans ce morceau, il n'y a que des os. Quasiment pas un gramme de viande. 6 ans plus tard, la Russie est en défaut de paiement sur sa dette. Des banques font faillite et des millions de Russes perdent leur épargne. Beaucoup se retrouvent livrés à eux-mêmes dans un monde qui a basculé. Les solidarités héritées du passé se fissurent. Ce traumatisme collectif, encore peu raconté, reste gravé dans les mémoires. Et pour certains, il explique en partie la nostalgie tenace d'un ordre ancien, aussi dur fut-il. De retour à Moscou, nous avons rendez-vous avec le directeur du Centre Levada, institut de sondage réputé, mais classé agent de l'étranger par les autorités russes. En 1988-1989, un complexe d'infériorité s'est développé très rapidement en Russie. Nous disions alors que notre pays donnait un mauvais exemple dans la manière de vivre. Nous étions à la pointe de la technologie en matière de fusées, mais notre histoire était une chaîne de crimes liés à la pauvreté. Voici les phrases standards et stéréotypées de l'époque. Par conséquent, le seul moyen de sortir de cet état, c'était de sortir du communisme, du système soviétique. Les illusions étaient très grandes. On pensait que le rejet du communisme conduirait immédiatement à la prospérité, au paradis de la consommation, etc. La réalité s'est révélée bien différente. Dans les années 90, les gens survivaient avec leur potager, avec de petits trafics, avec le commerce de rue. C'était très difficile. Puis, après les réformes financières, toutes nos économies ont fondu. À cause de ce choc, un état de désorientation est survenu. Et sur ce fond a commencé à grandir une propagande conservatrice et pro-communiste. L'idée selon laquelle la restructuration de la dette russe était un plan de la CIA et des États-Unis visant à détruire la superpuissance concurrente. Et ce genre de rumeur a lentement pénétré dans la conscience de la population. Et à la fin des années 90, c'est devenu une idée partagée par la majorité. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite sur cette vague de conservatisme et de soif d'ordre
Vladimir Poutine est arrivé. À la fin de ce voyage dans la mémoire soviétique, un détail juridique dit l'essentiel. En 2020, la constitution russe est révisée sur ordre de Vladimir Poutine. Parmi les dizaines d'articles modifiés, le 67.1 passe presque inaperçu dans les médias étrangers. La Fédération de Russie est le successeur légal de l'URSS sur son territoire. La Russie se déclare seule héritière de l'ancien monde soviétique. Plus qu'un mot de juriste, la continuité gravée dans le marbre. Et suprême ironie, lors de la rencontre historique entre Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, arrive en sweatshirt avec 4 lettres en cyrillique. Traduite en français, URSS. Entre symbole et provocation, impensable il y a encore quelques années. Il y a une tentative de redonner à la Russie d'aujourd'hui son rôle de grande puissance. Et cette rhétorique, cette propagande qui vient du sommet est largement acceptée par la population. Ce n'est même pas complètement soviétique, c'est un éclectisme idéologique qui relie les idées pré-révolutionnaires et impériales du XIXe siècle aux idées communistes et aux idées actuelles. C'est un mélange. Cette idéalisation du passé soviétique sert aussi aux gens à critiquer le présent. Ce n'est pas tant que les gens veulent revenir à ce système, mais ils insistent sur certains points. Il y avait du travail, il y avait de la stabilité, les prix étaient bas. Il y avait de la confiance en l'avenir, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, les Russes sont-ils réellement nostalgiques de ce monde ? En 2020, 65% de la population disait regretter la disparition de l'URSS. Mais seuls 10% souhaitaient un retour du communisme. Une majorité regrette surtout la stabilité et la puissance. Le pouvoir leur propose une mémoire triée, reconstituée, celle d'un empire respecté et redouté. Une Russie éternelle, héritière de la Grande Guerre patriotique, de Gagarine, Pierre le Grand, Staline, et désormais libérée du doute.